L'affaire Paulette Guevara a choqué et indigné tout le Mexique en 2010. Paulette, âgée de 4 ans, disparaît mystérieusement alors qu'elle est tranquillement endormie dans son lit. Après des jours de recherche, de questions, d'incompréhension, sa disparition finit par être résolue. Paulette est retrouvée. Mais croyez-moi, si vous ne connaissez pas cette histoire, vous êtes à 1000 lieues de vous douter de la conclusion de l'enquête. Bienvenue dans cette nouvelle Auroria. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle Auroria. Aujourd'hui on risque d'être sur une vidéo bien plus courte que mes vidéos précédentes, mais en fait je me suis rendu compte que publier des vidéos plus courtes parfois, ça me permettait de vous en publier plus des vidéos. Aujourd'hui on est sur une disparition ultra mystérieuse, mais comme j'ai dit dans l'intro, ne vous en faites pas, cette affaire est résolue. Si vous êtes un ou une fanat de True Crime, vous la connaissez forcément, mais j'espère quand même que je la ferai découvrir à certains et certaines aujourd'hui parce que oh my god, vous allez péter votre tête. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus, sachez qu'il y a une série qui est disponible sur Netflix, ça s'appelle La Recherche. Alors c'est un peu une espèce de docu-fiction, donc il y a des infos qui sont vraies et il y a certains éléments, c'est de la pure fiction. D'ailleurs, si ce n'est pas dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas vrai ou que lors de mes recherches, je n'ai pas trouvé de source. Ça se regarde plutôt bien, c'est surtout pour se mettre dans le mood et dans l'ambiance, mais c'est pas un documentaire pur et dur, c'est vraiment filmé avec des acteurs, etc., etc. Si vous ne saviez pas quoi faire ce dimanche, voilà votre programme servi sur un plateau. Comme toujours, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça m'encourage de fou. Vous n'avez même pas idée à quel point ça me fait plaisir de voir que mon contenu, vous le trouvez qualitatif. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Mais avant que cette sombre histoire commence, il y a eu un changement, vous avez vu ou pas? Non, ils sont pas vus. Voici la Auria du futur qui vient vous offrir un super code promo Luxéol. Entre le moment où j'ai filmé l'histoire et maintenant, j'ai coupé mes cheveux, j'ai enlevé au moins 10 cm de cheveux. C'était nécessaire parce que même si je prends grandement soin de mes cheveux, et bien les brushings et le lisseur souvent ça fait abîmer les pointes forcément. Donc n'oubliez pas de couper vos pointes tous les trimestres, faites pas comme moi, attendez pas trop longtemps sinon faut enlever 10 cm. Mais c'est pas grave parce que je sais que je vais les récupérer hyper vite grâce à Luxéol. Aujourd'hui j'ai moins 30% pour vous avec le code Auria30 et vous pouvez aussi passer par ce somptueux QR code. Comme d'habitude mes produits préférés chez Luxéol c'est évidemment les compléments alimentaires. Vous savez que j'adore faire des cures de 3 mois, il faut faire une petite pause entre chaque cure, mais c'est un programme qui fonctionne vraiment bien sur moi. Je vois vraiment une différence depuis que je les utilise au quotidien. Et vu le nombre de commentaires que j'ai sur mes cheveux, que ce soit sur Insta, sur TikTok ou même sur YouTube, je pense que vous l'avez vu aussi. J'ai mon téléphone pour ne pas me tromper. Le programme que j'utilise c'est le pousse croissance et fortification. Ça favorise la pousse de vos cheveux grâce à la roquette et ça améliore l'état des cheveux, ça favorise la croissance des cheveux et la fortification grâce à la prêle des champs. Si vous me suivez sur Insta, vous le savez déjà, j'en suis sûre. Mais comme il y a les moins 30%, aujourd'hui je vous parle d'une petite nouveauté. Si comme moi vous êtes taureau et que vous n'avez pas de patience, on peut essayer de faire pousser les cheveux encore plus vite avec leur toute nouvelle gamme. C'est une gamme croissance, on a le shampoing croissance, le conditionneur croissance et aussi le sérum. Il est presque vide. Et donc cette toute nouvelle gamme que je suis en train de tester depuis quelques semaines, elle nous promet 6 cm en 3 mois. Ouais, si vous craquez aujourd'hui et que vous utilisez au quotidien les 3 produits, c'est vraiment important de les utiliser tous les 3 pour avoir les 6 cm en 3 mois. Et bien pour la rentrée en septembre, vous aurez des cheveux laisse tomber. Et ça c'est grâce à 6 actifs dont l'huile de ricin, de l'extrait d'amla et de l'extrait de ginseng. J'espère que ça se dit ginseng. Moi je le dis ginseng. Dites-moi comment vous le dites. Tous les produits dont je viens de vous parler sont disponibles en pharmacie, en parapharmacie et puis évidemment sur le site luxéol.com. Comme toujours, et oui, je vous menace à l'aide d'un shampoing. Si vous craquez, moi je veux savoir, dites-moi. C'est pas pour me faire mousser, c'est parce que je suis contente de savoir qu'il y en a qui me font confiance déjà. Et après ça me permet de revenir vous embêter en mode alors les résultats ça donne quoi? T'es content et tout. Pour moi en tout cas c'est validé et survalidé et j'ai trop hâte d'avoir votre avis à vous. Maintenant je vous laisse tranquille avec la sombre histoire. Et maintenant que les courageux que vous êtes confortablement installés dans le noir, c'est parti. Place au trigger warning de la vidéo. Alors en l'écrivant, j'en ai pas vraiment mis de côté. Je sais que parfois je vais mettre des photos qui pourraient être choquantes mais que je vais flouter, mais je vous mettrai dans la bio des photos non censurées. À vous de voir si vous voulez cliquer et regarder ça ou pas, vous comprendrez mieux quand on avancera, mais voilà, je ne me sentais pas de les mettre sans censure dans cette vidéo. Cette histoire, elle débute à Interlomas, une zone résidentielle et commerciale de luxe dans la municipalité, alors attention, Huixquilucan.
Ça s'écrit comme ça, je vous défie de le dire correctement. En tout cas, c'est situé au Mexique. Nous sommes chez Lisette et Mauricio, qui viennent tous les deux de familles aisées et socialement élevées. Ils ont beaucoup d'argent et un répertoire plutôt bien fourni. Lisette et Mauricio se marient à Mexico en avril 2001 devant 600 invités. Oui, ils avaient le budget. Le couple accueille leur premier enfant, Lisette, qui a donc le même nom que sa maman, et au moment des faits, elle est âgée de 7 ans. Lisette, la maman, est d'origine libanaise, mère au foyer, mais avocate de formation. Et même si au Mexique, les mamans sont censées être très impliquées dans la vie de famille, pour elle, il n'en est rien. Elle tient à rester une femme et pas seulement une mère, et elle en a bien le droit. Et donc elle se fait aider au quotidien par deux nounous qui sont sœurs, Erika et Marta Casimiro. Le 20 juillet 2005, la famille s'agrandit avec la naissance de Paulette, née prématurée à 6 mois seulement. Elle pèse alors 800 grammes et sa vie est en grave danger. Après plusieurs semaines de soins, c'est presque un miracle, mais elle survit. Malheureusement, cette arrivée prématurée au monde n'est pas sans conséquences, puisque Paulette a un retard au niveau du langage et un handicap moteur. Elle ne s'exprime que très peu, et pour elle, il est compliqué de marcher sans être aidée, même si la thérapie équestre l'aide bien. Lorsque Lisette était enceinte de Paulette, il faut savoir que Mauricio, il n'était pas hyper présent pour Lisette. C'est en fait un homme d'affaires qui travaille dans l'immobilier et qui est très peu à la maison. Lisette vit en quelque sorte sa grossesse seule et le couple commence alors à s'éloigner à cause de ça. En plus de ça, Lisette, leur premier enfant, rencontre quelques soucis à l'école à cause de Paulette. En raison de ses problèmes de santé, Paulette, c'est une petite fille de 4 ans qui demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention, ce qui est totalement normal. Mais pour Lisette, qui n'a que 7 ans, c'est difficile à comprendre, ce qui est aussi totalement normal, elle se sent mise de côté. Voilà pour le contexte familial des Guevara. Le dimanche 21 mars 2010, Lisette, l'enfant et Paulette passent la journée au lac Valle de Bravo avec leur père Mauricio et la nounou Erika. Le petit groupe rentre à la maison vers 20h. Lisette, l'adulte, quant à elle, elle passe la journée à la plage Los Cabos avec Amanda de la Rosa, sa meilleure amie. Quand Lisette rentre, il est presque 21h. Il est donc l'heure de mettre les filles au lit. Vous allez le voir, à partir de maintenant, chaque événement a plusieurs versions. Selon les nounous, ce sont elles qui ont couché les filles dans leur lit avant de les laisser s'endormir paisiblement, mais selon les parents, ce sont eux qui les ont bordées avec l'aide des nounous. Bon, pour l'instant, ce n'est pas très important. Quoi qu'il en soit, la nuit tombe, Paulette et Lisette sont couchées, et toute la famille finit par s'endormir. Le lendemain, lundi 22 mars, Erika et Marta se lèvent tôt puisque ça fait partie de leurs tâches quotidiennes. Elles sont censées réveiller tranquillement les filles, les préparer afin de commencer la journée. Lisette, l'enfant, est réveillée, elle se lève, elle prend son petit déjeuner, puis elle est emmenée au bus vers 7h pour aller à l'école comme d'habitude. C'est la routine. À 8h, il faut désormais réveiller Paulette pour aller à la garderie. Seulement, Erika, elle ne trouve pas Paulette. Elle n'est ni dans son lit, ni dans sa chambre, ni dans la salle de bain. Par conséquent, elle va immédiatement prévenir les parents, Lisette et Mauricio. À nouveau, plusieurs versions de ce moment existent, mais on verra ça ensemble dans quelques minutes. En ce lundi matin, dans l'appartement de 300 mètres carrés, il commence à y avoir du mouvement. Tout le monde cherche Paulette, sous le lit, dans les placards, à l'extérieur, mais elle reste introuvable. Et Mauricio décide de faire quelque chose d'assez étrange, mais vous allez comprendre pourquoi. Dans cette situation, son premier réflexe n'est pas d'appeler la police, mais d'appeler sa famille, à savoir sa sœur. Sa sœur appelle son amie, la femme d'Alfredo Del Mazo, le maire de la ville, qui est également le cousin du gouverneur, Enrique Peña Nieto. Il faut suivre, mais ce monsieur, en 2012, il deviendra président. Enrique, à son tour, attrape son téléphone et prévient le procureur général, Alberto Basbas. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que, au Mexique, la police, c'est un peu compliqué. La corruption y est très présente et c'est clairement pas un cliché infondé. Là-bas, il vaut mieux avoir soit l'argent, soit les relations. Et heureusement pour les Guevara,
Ils ont les deux. En plus de ça, le père de Mauricio est ami avec le chef de la police. La disparition de Paulette est donc tout de suite prise au sérieux. Et c'est pour ça que Mauricio, il est passé par son répertoire plutôt que par un simple appel à la police. L'affaire Guevara, elle est confiée à Alfredo Castillo, le substitut du procureur de l'État de Mexico, plutôt habitué aux affaires de drogue que de disparition. Quand il arrive, il est donc un peu surpris d'apercevoir Lisette, la maman, en train de boire un café en fumant une cigarette. Il s'attendait plutôt à rencontrer une maman affolée qui court partout, mais il n'aura face à lui qu'une femme qui ne pleure que très peu, voire pas du tout. Tout l'immeuble est évidemment fouillé, le parking, les extérieurs, puisque je l'ai pas précisé, mais en gros les Guevara, ils vivent dans un très bel immeuble, un complexe résidentiel de luxe avec piscine, etc., etc. Leur appartement ne montre aucun signe d'effraction, les portes et les fenêtres sont intactes. Il n'y a donc que deux possibilités. Soit Paulette est partie toute seule, mais c'est peu probable vu qu'elle ne peut pas marcher sans être aidée, soit elle a été kidnappée, mais le ou la coupable avait les clés ou a été aidé. Des chiens renifleurs sont amenés dans l'appartement pour rechercher Paulette, mais ils ne sentent aucune trace d'elle. Le foyer sera fouillé en tout et pour tout 5 à 7 fois par les enquêteurs et les experts. Et afin de mettre toutes les chances de leur côté, des grandes affiches dédiées à Paulette sont déployées dans la ville avec l'inscription « Aidez-moi à rentrer à la maison ». Et les parents, Lisette et Mauricio, passent à la télé le soir même, sûrement, je pense, encore une fois, grâce à leur relation. Toute la ville est rapidement au courant de la disparition de Paulette, et c'est tout le pays qui se prend d'affection pour la petite et qui est ému. Où est passée Paulette? Le 23 mars, le substitut Alfredo Castillo décide de mettre la famille sur écoute. Parce qu'à force de poser des questions ici et là, il commence à avoir des soupçons sur les parents et les nounous. Le 28 mars, Lisette et Mauricio donnent une conférence pour demander aux ravisseurs de rendre leur fille Paulette. Ils partent tout de suite du principe que c'est un enlèvement, même si ce jour-là, les caméras de surveillance de l'immeuble n'ont rien filmé de suspect et que les gardiens de sécurité et les voisins n'ont rien vu non plus selon leurs témoignages. Mais vu tout l'argent que possède la famille, c'est vrai qu'on peut penser à un enlèvement et à une demande de rançon qui va arriver un petit peu plus tard. Pourtant, à ce moment-là, le procureur général parle déjà d'homicide lors d'une conférence. Bon, comme je vous l'ai dit, le substitut, il commence à avoir quelques doutes sur tous les gens vivant sous le toit des Guevara. Déjà parce que, à force de poser des questions, il se rend compte que personne n'a la même version des faits. Souvenez-vous. Pour le coucher, on a les parents qui affirment avoir couché eux-mêmes les filles, alors que selon les nounous, ce sont principalement elles qui ont mis les deux sœurs au lit. Ensuite, apparemment, selon Martha, Mauricio serait sorti vers 6 h du matin, peut-être pour faire du sport, et serait rentré vers 8 h. Alors ça, j'ai vraiment eu du mal à le vérifier, donc à prendre avec d'énormes pincettes. En tout cas, si c'est vraiment ce qu'il a fait, ce n'est clairement pas dans ses habitudes. Selon Mauricio, lui, à ce moment-là, il était déjà parti au travail. Et après ces contradictions, tout le monde est envoyé en garde à vue. Le 29 mars, le procureur assigne à résidence les parents de Paulette ainsi que les nounous. Ils sont tous transférés dans un hôtel et gardés là-bas dans des chambres séparées. La maison est alors libre et disponible pour une reconstruction avec les enquêteurs et les nounous qui peuvent un peu raconter comment elles ont vécu cette fameuse matinée du 22 mars. Et ça, c'est filmé. Erika et Martha attestent et montrent que Lisette et Mauricio, ce matin-là, ils n'étaient pas plus paniqués que ça après la disparition et que du coup, elles prendront même le temps de refaire les lits en attendant des nouvelles des contacts de Mauricio. Quelques jours plus tard, le mercredi 31 mars, à 2 h du matin, une équipe de l'Institut médico-légal se rend à l'appartement et à nouveau filme tout. L'appartement est encore fouillé et puis d'un coup, coupure de courant.
Cette coupure de courant va durer 3 heures. C'est une info que j'ai vue ici et là, c'est même montré dans le docu-fiction de Netflix, mais j'avoue avoir trouvé très peu de sources fiables quant à cet événement. Ça, encore une fois, c'est une info à prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, coupure de courant, et puis la lumière revient. Et là, après 9 jours de recherche, la petite Paulette est retrouvée, morte, dans l'appartement. Elle était là, depuis tout ce temps, dans son lit. Existe una separación entre el colchón y la piecera de 15.5 16, 44 de altura. de separación. Pero Je vous avais prévenu, si vous ne connaissiez pas l'affaire Guevara, là, à tous les coups, vous êtes sur les fesses, pour rester poli. Comment Paulette a pu mourir dans son propre lit et être sous les yeux de tout le monde pendant 9 jours? Pour essayer de répondre à ces questions, place à l'autopsie. La petite Paulette serait en fait tombée entre le matelas et le pied du lit. Elle est morte asphyxiée, plus précisément d'une asphyxie mécanique due à une obstruction des voies nasales et à une compression thorax-abdominale. Sur son corps, il n'y a aucune trace d'agression sexuelle, pas de trace de lutte non plus. Pourtant, dans la vidéo, l'un des experts dit lors de la découverte de son corps qu'elle est pleine de bleu. Eh bien, sachez qu'on n'en entendra plus parler. Sur la bouche, elle portait un tissu orthopédique pour l'empêcher de dormir la bouche ouverte. Je pense que ça, c'est dû à son handicap et que ça n'a rien de suspect. Son corps n'a pas été déplacé depuis qu'elle est morte. Je cite, « La position dans laquelle se trouvait l'enfant lorsqu'elle a été retrouvée était la même que celle dans laquelle elle se trouvait au moment de sa mort. Autrement dit, la position initiale et la position finale sont les mêmes. » Le rapport toxicologique, il est clean, elle n'a pas été droguée, et les draps qui entouraient son corps sont pleins de sang, mais comme il n'y a aucune blessure visible, ça peut être soit du sang expulsé quand elle s'étouffait, soit tout simplement du liquide de décomposition. Bon, je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais bon, vous n'avez pas besoin d'images, vous avez compris. Conclusion, Paulette est morte accidentellement dans son lit. Pourtant, vous n'êtes pas prêts. Lors des premiers jours de sa disparition, certains proches de la famille, dont la meilleure amie de Lisette, Amanda, ont dormi dans ce lit. Et ça pose pas mal de questions et de problèmes. Ça veut dire que la scène de crime n'a pas été préservée selon les procédures. Certes, à ce moment-là, on ne pouvait pas parler de crime, mais je ne comprends pas pourquoi les enquêteurs n'ont pas protégé la chambre de Paulette. 2. Pourquoi les parents ont fait dormir des gens dans le lit de leur propre fille qui a disparu? Enfin, à mes yeux, c'est insensé, mais vraiment c'est insensé. Leur appartement fait quand même 300 mètres carrés, tu vas pas me dire qu'ils avaient pas la place pour des canapés ici et là. Comment ça en fait, tu fais dormir des gens dans le lit de ta fille? Sans même changer les draps en plus? 3. Les nounous avaient fouillé le lit. Elles l'ont fouillé en long, en large et en travers, et elles signent et elles persistent, Paulette n'y était pas. Pourquoi personne ne l'a vue? Pourquoi les chiens renifleurs n'ont pas senti son cadavre, dont la décomposition avait déjà commencé? Plus fou encore, Lisette a donné des interviews télévisées en étant assise sur ce fameux lit. Il y a des images d'elle et d'une journaliste en train de parler alors que le cadavre de Paulette est à quelques centimètres d'elle. Enfin, vraiment, c'est fou. Plus tard, la journaliste Lily Tellez, qui s'est également assise du coup sur le lit pour l'interview, dira qu'elle ne croit pas du tout que Paulette était dans le lit à ce moment-là. J'ai encore plus fou. Dans une étrange vidéo où Lisette donne une interview, on la voit en train de plier du linge, dont un pyjama. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Pyjama dans lequel sera retrouvée Paulette, alors qu'elle était déjà censée être morte dans ce pyjama.
La maman affirmera plus tard que c'est le pyjama de la sœur de Paulette, Lisette, ce qui, c'est vrai, est possible. Je sais qu'il y a des parents parmi vous, donc vous me direz si vous aussi vous achetez des sets de pyjama pour vos enfants. Bon, c'est possible, mais je trouve que ça reste très bizarre. Et plus ça va, et plus c'est bizarre. Lors de leur investigation, les enquêteurs réalisent que Lisette, la maman, n'a peut-être pas dit toute la vérité. Souvenez-vous, la veille de la disparition, elle aurait passé la journée à la plage avec son amie Amanda. Mais les rumeurs disent qu'elle était plutôt avec un autre homme. On continue dans les faits un peu étranges. Selon quelques témoignages, Paulette était soi-disant absente à l'école la semaine d'avant, car elle était malade. Mais les parents nient en bloc cette information. Les parents, Lisette et Mauricio, sont désormais suspectés pour le meurtre de Paulette, et les conversations enregistrées lorsque la famille était sur écoute n'arrangent pas les choses. En effet, un jour, Lisette, l'adulte, demande à Lisette, l'enfant, de ne pas parler de la disparition de sa sœur. L'enfant demande alors à sa mère « Mais pourquoi ?» Ce à quoi Lisette répond, c'est une traduction approximative mais vous allez comprendre l'idée, parce que sinon, ils nous reprocheront de l'avoir kidnappée ou que tu l'aies emmenée dehors pour qu'elle se fasse kidnapper. Mauricio, lui aussi, de son côté, il commence à suspecter sa propre femme. Et juste avant que le corps de Paulette ne soit retrouvé, il aurait dit aux policiers savoir où elle était, mais qu'il ne le dirait que si on lui évitait les ennuis avec la justice. Lisette, elle se défend et elle accuse aussi Mauricio. Il se renvoie un petit peu la balle et c'est clairement la fin des haricots pour leur couple. Lisette est de plus en plus dans le viseur des enquêteurs. Elle est donc entendue par un psychologue, sûrement afin d'établir un profil psychologique, et la conclusion ne va pas non plus dans son sens. Selon le médecin Sandra Yadum, Lisette aurait pu tuer Paulette car elle aurait un trouble de la personnalité et elle ne semble pas très attachée à sa fille. Est-ce que c'est à cause du handicap de Paulette ? C'est possible. Et puis c'est vrai que parfois Lisette fait des remarques vraiment où elle aurait mieux fait de se taire, comme ah bah Paulette elle s'est volatilisée comme Harry Potter. Hihi haha, très drôle. Ou bien, de toute façon, si Paulette ne revient pas, c'est pas grave parce qu'une fille, elle en a une autre. Forcément, ça paraît suspect. Après des jours d'enquête, où même le FBI s'en est mêlé, finalement, tout le monde est relâché et blanchi le 4 avril. Officiellement, c'est un accident, ce n'est de la faute de personne. Et d'ailleurs, si vous posiez la question, si les chiens n'ont pas senti Paulette, c'est parce qu'ils sont dressés et entraînés apparemment pour chercher les gens en vie. Il n'y a pas de coupable, pas de procès, et l'affaire Guevara est classée. La petite Paulette est enterrée le 5 avril au Panthéon français de San Joaquín, situé à Mexico. D'ailleurs, c'était tellement la guerre entre Lisette et Mauricio que Mauricio et toute sa famille de son côté ne sont pas présents aux funérailles. Et 7 ans plus tard, Paulette est exhumée afin d'être incinérée. Le 25 mai 2010, le procureur général de l'État du Mexique, Alberto Basbas, finit par démissionner face à l'indignation de l'opinion publique. Personne ne comprend comment tout ça est possible et c'est devenu un scandale politique qui ne peut se résoudre que par sa démission. Por esta razón, he decidido presentar al gobernador del estado mi renuncia al cargo de Procurador Général de Justicia. Lisette et Mauricio, quant à eux, ils divorcent en 2011 et ils se battent pour la garde de Lisette, qui restera d'abord avec son père, Mauricio, avant qu'un arrangement soit trouvé pour une garde partagée entre les deux parents. Quant à Amanda, la meilleure amie de Lisette, celle qui a dormi dans le lit où se trouvait le cadavre de Paulette, eh bien en bonne amie qu'elle était, elle a écrit un livre sur tout ça et l'a sorti en juin, soit 3 mois seulement après le drame. Évidemment, depuis, Lisette ne lui a plus jamais adressé la parole. Je suis certaine que, encore une fois, vous êtes sur les fesses avec cette histoire qui est quand même improbable. Et même si officiellement Paulette est morte de manière accidentelle, il existe quelques théories par-ci par-là. Bon, je suis sûre que vous en avez une, vous aussi. D'ailleurs, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, déjà parce que d'humain à humain, ça fait plaisir. Et puis surtout parce que j'adore vous lire, tout simplement, le dimanche matin avec mon petit café. J'adore lire vos théories. Vraiment, ça m'anime de fou. J'aime trop vous lire, tout simplement. Et je vous connais et je sais que depuis un petit moment, vous avez déjà sûrement un avis. On va voir les théories un peu ensemble, mais donnez-moi la vôtre dans les commentaires. La première
première théorie qu'on va passer hyper rapidement, c'est que la mort de Paulette aurait été causée par les nounous. Si ce sont elles qui en effet l'ont couchée le 21 mars, et bah peut-être qu'elles l'ont mal bordée et que effectivement Paulette aurait fini par glisser et s'étouffer. Alors soit elle l'aurait du coup tuée de manière accidentelle, soit ça aurait été volontaire, mais honnêtement je vois pas ce qu'elles en auraient tiré de tout ça, puisqu'encore une fois pas de demande de rançon, enfin vraiment moi je n'y crois absolument pas. La deuxième théorie, c'est celle qui est forcément la plus répandue, celle qui concerne la supposée culpabilité des parents Lisette et Mauricio. Si Lisette la veille était effectivement avec un autre homme et qu'en plus lors de l'enquête les deux parents n'hésitent pas à s'accuser l'un l'autre, on peut alors facilement deviner que le divorce il approchait sûrement à grands pas. Est-ce que Paulette a été tuée par l'un ou l'autre par vengeance? Est-ce que la garde d'une enfant à la santé pas tous les jours facile, ça aurait pas été une complication pendant une séparation? Et ajoutons à ça que même si les Guevara sont riches, ils commençaient tout de même à être un peu ric-rac niveau argent, surtout pour payer leur appartement sur 2 étages. Certains se sont posé la question, est-ce que les frais médicaux de Paulette, c'était trop? Comme on est dans une famille qui est quand même hyper influente, dans la même communauté libanaise que l'enquêteur principal d'ailleurs, on peut même aller jusqu'à penser qu'il y a eu corruption dans cette enquête. Beaucoup sont certains qu'il y a eu de la corruption. Paulette est sûrement décédée le 21 mars, en tout cas dans ces eaux-là, et son corps aurait très bien pu être caché lors des investigations, puis placé entre le matelas et le pied du lit, 9 jours plus tard, lors de la coupure de courant, par des gens qui auraient été payés pour le faire et se taire ensuite. Et pourquoi faire ça? Encore une fois, si c'est la guerre entre les parents, que ce soit un accident ou que ce soit de manière volontaire, valait peut-être mieux pas qu'ils aient ça sur le dos. Et là, je sais que vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, le corps, pendant 9 jours, il était caché où? Eh bien, selon certains voisins. C'est horrible, mais bon, je suis obligée de vous le dire parce que je l'ai lu, l'un des ascenseurs de l'immeuble fonctionnait un peu bizarrement, un peu mal, et on entendait un bruit comme s'il y avait quelque chose au-dessus de l'ascenseur. Est-ce que le corps de Paulette a été caché là pendant quelques jours? J'ai pas la réponse, vous ferez votre avis. La troisième théorie, c'est la moins évidente, mais celle qui me semble la plus intéressante, puisque c'est celle qui se concentre sur la sœur de Paulette. N'oublions pas qu'elle se sentait mise à l'écart, comme Paulette nécessitait un traitement plus particulier. Aurait-elle tué sa sœur par jalousie et été protégée par ses parents? En vrai, ça paraît quand même un peu fou, mais c'est possible, et ça expliquerait d'ailleurs la conversation étrange que Lisette la mère et Lisette l'enfant ont eue quand elles étaient sur écoute. La mère qui dit à sa fille de ne pas parler de la disparition de Paulette. En soi, moi je trouve que si ça la concernait pas directement, je vois pas pourquoi elle lui aurait ordonné une chose pareille. Sa sœur a disparu, si elle se sent pas bien, qu'elle a envie d'en parler, qu'elle est inquiète ou quoi ou qu'est-ce, pourquoi elle aurait pas le droit d'en parler? Pourquoi ça ferait d'elle ou de ses parents des suspects? Je vous avoue, ma team YouTube, que pour une fois, j'ai vraiment pas d'avis définitif sur la question. Je ne sais pas quelle est la théorie en laquelle je crois le plus. Je pense qu'effectivement, il y a quand même eu des choses un peu bizarres parce que la famille a beaucoup de contacts, qu'il y a aussi des enjeux politiques derrière, que la police au Mexique c'est compliqué, qu'ils sont plutôt habitués à la guerre anti-drogue qu'à des cas de disparition. Mais ça pourrait aussi juste être un simple accident. En fait, ce qui me fait douter, c'est quand même le rapport d'autopsie où on nous dit bien clairement que le corps il a pas été bougé depuis qu'elle est décédée. Mais on sait que dans certains cas, avec de l'argent et des contacts, un rapport d'autopsie, ça peut se modifier. Donc je sais vraiment pas, je suis trop perdue. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Déjà, est-ce que vous connaissiez cette affaire? J'aimerais bien savoir si je vous l'ai fait découvrir ou pas. Et puis dites-moi aussi quelle théorie est la plus crédible à vos yeux, la 1, la 2, la 3, ou peut-être la vôtre à vous. J'ai vraiment hâte de vous lire. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, ça me touche énormément. Comme d'habitude, si ce contenu vous a plu, que vous l'avez trouvé de qualité, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Sur ce, nous on se dit à très vite pour une nouvelle sombre histoire. Moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao.